Nous ne voulons pas vivre paralysés par la peur du mal. Même si c'est dur en cette heure, nous trouverons la force pour vivre la vie que nous voulons vivre en Allemagne. Libre, ensemble et ouvert. L'émotion d'Angela Merkel à Berlin, après l'attentat qui a fait 12 morts et 48 blessés sur un marché de Noël hier. Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Ce que vit l'Allemagne aujourd'hui nous rappelle évidemment les tristes heures de Charlie, de l'Hypercacher ou encore de Nice. L'attaque du 14 juillet qui semble avoir servi de modèle aux terroristes qui ont frappé Berlin. Même mode opératoire, même cruauté contre des passants, des familles. Mais il faut rester prudent. D'abord parce que l'attentat n'a pas été revendiqué et ensuite parce que son ou ses auteurs n'ont visiblement pas été arrêtés, contrairement à ce qu'avaient annoncé les autorités. La police allemande évoque une personne dangereuse dans la nature, ce qui renforce les craintes d'une nouvelle action terroriste. Alors pourquoi l'Allemagne a-t-elle été frappée? Quelles seront les conséquences politiques, notamment pour Angela Merkel, qui brigue un 4e mandat de chancelière? Et puis, quelles répercussions en France? François Hollande estime qu'il y a un haut niveau de menace sur notre pays à l'occasion des fêtes de fin d'année. Nous irons à Berlin rejoindre nos envoyés spéciaux et puis nous verrons aussi qu'à Paris et à Strasbourg, la sécurité a été renforcée autour des marchés de Noël et nous attendons bien sûr, comme chaque soir, toutes vos questions. Nos invités, Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, auteur de l'Atlas du monde global chez Armand Collin. Mathieu Guider, vous êtes spécialiste de géopolitique et du monde musulman. Votre dernier ouvrage, La guerre des islamismes, a été publié chez Gallimard. Nicolas Comte, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat de police Unité SGP Police Force Ouvrière. Anne Guilicelli, vous êtes experte en terrorisme international, vous dirigez le cabinet de conseil Terrorisque et vous êtes l'auteur d'une BD avec Luc Brahi, 13-11, reconstitution d'un attentat chez Delcourt. Bonsoir à tous les quatre, merci beaucoup de participer à cette émission. Les enquêteurs ont un peu cafouillé ces dernières heures, il faut le dire, puisque dans un premier temps, on a annoncé l'arrestation d'un homme qui était visiblement l'auteur de cet attentat, et puis il y a eu rétro-pédalage. Du coup, le ou les terroristes seraient toujours dans la nature. Nicolas Comte, vous arrivez à comprendre ce qui a pu se passer du côté de la police allemande au cours des dernières 24 heures? Sur les informations qu'on peut avoir, visiblement, il y a une personne qui a été interpellée, qui était suspect. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut être toujours très prudent. On parlait de la prudence par rapport au fait qu'il n'y ait pas de revendication. Il y a quelqu'un qui est interpellé. C'est vrai que pour le grand public, très souvent, celui qui est interpellé, qui est suspect, c'est le coupable. En l'occurrence, il y a un manque d'éléments qui permettent de l'impliquer. La police allemande semble dire que l'auteur principal serait dans la nature, qu'il est vraisemblablement armé, puisqu'on a trouvé le chauffeur habituel du camion tué par balle à l'intérieur de la cabine. Donc on va dire que peut-être, entre guillemets, la personne interpellée avait un profil qui pouvait laisser penser, d'une part, qu'il était l'auteur, et d'autre part, qu'on avait un acte terroriste qui était lié à des djihadistes. Si c'est pas l'auteur, il faut effectivement être prudent sur la revendication parce que du coup, pour l'instant, on n'a pas de lien avec une organisation quelconque. Alors, est-ce que c'est la police qui a cafouillé ou est-ce que c'est un certain nombre d'informations qui sont allées très rapidement? Je ne sais pas ce qu'a exactement dit la police allemande. Elle me paraît quand même être assez prudente. Mais effectivement, contrairement à ce qu'on a cru au début, visiblement, on n'a pas forcément intérêt à arrêter l'auteur. SMS ce soir, l'Allemagne devrait-elle déclarer l'état d'urgence? Nicolas Comte, c'est vrai que c'est un modèle maintenant français. Est-ce que c'est Je ne sais pas si c'est un modèle français. C'est quelque chose qui existe dans la Constitution française. Oui. Alors je ne connais pas du tout la Constitution allemande. Je ne sais pas quelles sont les méthodes d'action. On a déclenché l'état d'urgence en France à l'époque parce que c'est la seule chose qu'on avait à disposition. Je sais que les syndicats de police sont épuisés par cet état d'urgence et par cette mobilisation permanente, mais dans un premier temps, c'est parce qu'il a été prolongé que ça a été difficile. Non, enfin, oui, c'est parce qu'il est prolongé que ça a été difficile, mais c'est pas l'état d'urgence en lui-même qui est fatigant. Ce qui est fatigant, c'est cette menace qui nécessite une vigilance permanente. Enfin, voilà. Et les Allemands, ils vont se retrouver ils y sont déjà dans la même situation que nous, parce qu'ils ont déjà eu des attaques, ça a été rappelé. Oui. Donc mes collègues allemands, j'imagine qu'aujourd'hui, ils sont dans la même situation que les policiers français et que les besoins de policiers sont extrêmement importants. Mais vous entendez, c'est vrai que le mot
créativité ou inventivité, comme vous voulez, il est terrible et en même temps il est juste. Il y a un défi qui est lancé aux forces de l'ordre. Oui, c'est très compliqué parce qu'effectivement, il faut des modes opératoires assez simples à mettre en œuvre. Un camion, c'est facile à trouver. Bon, il faut avoir il faut savoir le conduire. C'est pas très compliqué. Donc, on n'est pas dans la sophistication de bombes, de voitures piégées, qui sont effectivement beaucoup plus détectables par les services de police. Et on est sur des cibles qui sont très difficiles à protéger et très difficiles à détecter. C'est-à-dire que si on est sur de la cible institutionnelle, on protège le palais de l'Élysée, on protège l'Assemblée nationale, on protège un certain nombre de choses. Mais des rassemblements de personnes, alors on est à la période de Noël, il y a des marchés de Noël, c'est effectivement très symbolique, ça a été rappelé. Mais les cibles, ce qu'on appelle les cibles molles, c'est-à-dire pas forcément de première intention, sont extrêmement nombreuses. Si c'est pas un marché de Noël, c'est un supermarché, une rue piétonne dans un quartier commerçant quand les gens vont faire leurs courses pendant les soldes ou pendant Noël. Donc c'est extrêmement compliqué de détecter quelle peut être la cible et puis de détecter les préparatifs d'un passage à l'acte qui envoient pas des signaux extrêmement nombreux et qui sont pas facilement détectables. Donc là, finalement, c'est le renseignement qui fait tout le travail. Parce qu'une fois que l'opération elle est lancée, on ne voit pas très bien ce qui peut l'empêcher. En effet, là, ce camion, je ne vois pas très bien ce qui aurait pu l'empêcher d'aller au bout de son... Une fois que le type avait démarré son camion. Bien sûr, la meilleure... Alors, il y a deux choses. Il y a empêcher l'attentat terroriste, et pour ça, c'est le renseignement, c'est l'enquête, c'est détecter les individus avant qu'ils ne puissent passer à l'acte. Et puis la deuxième chose, c'est aussi se configurer pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Parce que plus vite on réagit sur les attentats de masse ou sur les tueries de masse, plus on limite le nombre de victimes potentielles. Donc pour ça, le travail des services de renseignement, tout le monde voit ce que c'est. Et sur la réactivité, eh bien, il y a des dispositifs policiers qui sont mis en place, notamment sur les grandes villes comme Paris, mais pas uniquement Paris, de manière à pouvoir avoir une réaction extrêmement rapide en cas d'attaque. Pardon, il y a eu des modifications, des leçons ont été tirées, si je puis dire, des attentats du 13 novembre, puisque depuis, la règle de la compétence territoriale imposée aux forces de sécurité, que ce soit BRI, GIGN... c'est vrai qu'on a vu que ces unités d'élite maintenant pouvaient travailler ensemble. Oui, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Et d'autre part, au-delà des unités d'élite, enfin ou dites d'élite, elles sont très compétentes, mais je crois que tout le monde a un travail important à faire. Mais au-delà de ces unités qui arrivent à partir du moment où c'est déclenché, il y a toute l'occupation opérationnelle, notamment de la capitale, par exemple, au quotidien, avec un découpage en secteurs sur lequel il y a des éléments ou de la force sentinelle ou des forces de police qui sont implantés pour pouvoir réagir immédiatement en attendant effectivement que puisse arriver le RAID ou la BRI. Avec ce qui s'est passé en France, Nicolas Comte, c'est que on pointe du doigt les services de renseignement en Allemagne. On dit là, il aurait fallu prévoir cet attentat, le déjouer. Vous savez, on a à chaque fois des points communs. Il y a des réflexions outrancières quelquefois de la classe politique en quelques pays que ce soit. Et puis il y a une grande habitude aussi. Alors, c'est de dire c'est la faute des services de police ou des services de renseignement. Alors, entendons-nous bien. À partir du moment où il y a un attentat qui a lieu, c'est qu'il n'a pas pu être empêché et c'est qu'effectivement, il y a un échec d'un service de police, d'un service de renseignement. Il ne faut pas dire que tout est bien, que tout est parfait. Simplement, je crois qu'il ne faut pas se tromper de responsabilité. La première responsabilité, c'est ceux qui commettent l'acte terroriste et c'est ceux qui l'organisent. Les services de police et les services de renseignement, ils luttent là contre. Alors, il y a des enseignements permanents à tirer, et mes collègues, ils les tirent en permanence parce qu'ils essayent de s'adapter. On essaye d'adapter la réponse, on essaye de développer les moyens. On a des policiers qui ne comptent pas leurs heures pour lutter là contre. Alors, mais je crois qu'il serait illusoire de considérer qu'on pourrait vivre dans un pays, quel que soit le pays, dans lequel les services de renseignement arriveraient à détecter à coup sûr tous les passages à l'acte. Il y a forcément à un moment donné quelque qualité qu'est le filet, des gens qui passeront à travers les mailles. Il y a une nouvelle attaque, on annonce qu'on renforce ce qu'on avait déjà renforcé. Alors je vous pose la question, Nicolas Comte, est-ce qu'on peut repousser les limites du renforcement de la protection, de la surveillance ? Non, enfin, et puis ça voudrait dire que jusqu'à l'attentat de Berlin, on n'était pas au maximum. Enfin, heureusement, on était au maximum. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas attendu l'attentat de Berlin pour protéger le pays, d'une part, et puis c'est pas parce qu'à Berlin, c'est un camion qui a attaqué
un marché de Noël qu'en France, il y aura un camion qui va attaquer un marché de Noël. Peut-être que ça va se passer, mais ça peut être une autre cible. C'est pas les cibles qui manquent. Donc il y a des annonces politiques, mais d'un autre côté, je crois qu'on reprocherait aux politiques de ne pas en faire s'ils ne disaient rien. Donc il y a un peu une obligation de ce côté-là. Mais notamment les marchés de Noël, par rapport à la période et par rapport au symbole que ça peut être, ils sont extrêmement protégés depuis qu'ils ont été mis en place, en général, début décembre. Oui, parce que sinon, on se dit renforcer la sécurité autour des marchés de Noël, ça veut dire abandonner d'autres sites sensibles. D'autre part, parce qu'il faut bien comprendre que si jamais on bunkérisait totalement la totalité des marchés de Noël de France, et c'est probablement pas possible. La problématique, c'est pas la cible. La problématique, c'est le terroriste. À partir du moment où il y a des terroristes qui sont prêts à passer à l'acte, que ce soit des individus qui soient auto-radicalisés, qui passent à l'acte dans leur coin, ou que ce soit des commandos qui viennent de l'étranger, si on leur enlève une cible qu'ils avaient imaginée, ils en trouveront une autre. Si c'est pas un marché de Noël, c'est une rue piétonne, c'est un supermarché, c'est un cinéma, ça peut être un petit peu n'importe quoi. Donc il faut évidemment sécuriser au maximum les lieux de rassemblement du public. Comme ça a été dit, comme tout le monde le sait, le risque zéro n'existe pas. Mais il faut continuer à vivre et les policiers, eux, ils font leur boulot en essayant d'assurer la meilleure sécurité possible. Oui, il y a une petite subtilité du coup, parce qu'effectivement, on assiste à un renforcement du renforcement, de l'extrême à l'extrême, de maximum, etc. En fait, du coup, on a introduit un nouveau palier, justement pour être un peu crédible en matière de sécurisation, de la sécurisation et maximalisée, à savoir un cran urgence attentat dans le plan Vigipirate, qui permet d'avoir aujourd'hui un dispositif qui est un peu une variable d'ajustement sur le dispositif mis en place au niveau sécuritaire. C'est ce qui permet de fermer des écoles, par exemple, les transports, etc. Et puis peut-être qu'on aura après l'urgence attentat extrême qui nous permettra peut-être de faire une autre variable d'ajustement. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, bien sûr, c'est utile, mais encore faut-il avoir les forces à déployer qui sont déjà tendues au maximum. Donc c'est davantage quand même un geste, enfin c'est politique. Oui, mais juste là-dessus, si vous permettez, je crois que cette idée du nouveau dispositif Vigipirate me semble meilleur que ce qui existait auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait un Vigipirate maximum qui durait, on l'a depuis Charlie Hebdo, je crois. Donc on était en alerte maximum depuis Charlie Hebdo. Qu'il puisse y avoir un dispositif et un niveau qui peut être extrêmement temporaire, ça peut être utile effectivement, fermer les écoles, fermer les transports, sur une journée, sur une demi-journée. On l'a vu en Belgique, les Belges, quand ils ont eu les attaques de l'aéroport et qu'il y avait des risques d'attentats supplémentaires, ils ont pris le niveau maximum qui a duré 2 jours, je crois. Oui, mais alors qu'en France, on a tendance à aller... Oui, mais justement, pour que ce soit efficace, vous avez raison, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit temporaire. Autrement, l'urgence maximum de manière permanente, ça ne rime plus à rien. Terroristes isolés qui nous attaquent, alors comment les trouver et les combattre ? Alors pas toujours isolés. Le 13 novembre, c'était pas des terroristes isolés. C'était un commando piloté de l'étranger qui est venu spécifiquement en France pour commettre des attentats. Mais c'est ce qu'on a évoqué dans l'émission, c'est-à-dire qu'effectivement, ces petits groupes ou quelquefois des individus isolés, ça peut être extrêmement difficile à détecter. Alors quand ça a besoin de moyens importants, ça envoie plus de signaux et les services de renseignement peuvent les repérer. Quand ils font des attaques terroristes de cet ordre-là avec, entre guillemets, les moyens du bord, en l'occurrence un camion, c'est beaucoup plus compliqué à détecter, c'est certain. Oui. Abri à la messe de Noël en France, dans les grandes villes comme dans les villages. Alors, je vais mesurer les mots, mais on n'est pas à l'abri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une attaque terroriste qui fasse des victimes. Le moment de Noël et des messes de minuit, ça va être un moment particulièrement sensible parce qu'effectivement, on imagine, tout le monde comprend bien quel peut être le symbole d'une attaque à ces moments-là. Donc la sécurité sur toutes les messes qui vont avoir lieu au moment de la fête de Noël va être extrêmement renforcée avec une présence policière extrêmement importante. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de risque zéro, mais ça peut être là comme ça peut être ailleurs et on ne sait pas quel jour ça peut se passer. Sur des frontières, nous protégerait-elle tout à fait ? Non, d'une part, elle est difficilement possible, que ce soit possible. Parce qu'il y a des flux économiques qu'aujourd'hui qui seraient difficiles de stopper. Mais non, ça ne nous protégerait pas totalement, puisqu'on l'a vu, il y a un certain nombre d'individus qui sont passés à l'acte, qui sont français et qui demeuraient sur le territoire national. Encore une question pour vous. Le plan Vigipirate est-il en vigueur dans les gares parisiennes ? Oui, le plan Vigipirate, il est en vigueur partout. Et les gares parisiennes sont des lieux... Absolument, oui.
Dans les centres commerciaux aussi, on en a vu. Dans les centres commerciaux, dans les marchés de Noël, un petit peu partout. Infiniment à tous les quatre, merci à l'équipe qui a préparé cette émission.